Quelle méthode tu donnerais pour faire ses premiers 100 000 euros par mois? Très franchement, j'ai pas peur de le dire dans le podcast. Tout le monde n'a pas forcément la même ambition. Il faut pas en vouloir à ceux qui n'ont pas forcément cette ambition-là. Souvent, les entrepreneurs, c'est beaucoup d'incompris. Le nombre de coups dans le dos qu'on a essayé de me faire parce que je suis incompris. Moi, l'objectif, c'est de mettre ma famille à l'abri. C'est juste que t'as pas rencontré la bonne personne. Soit elle t'a pas donné la bonne marche à suivre, soit elle était pas du tout. Il y a des gens qui ont un potentiel et ce potentiel-là, il est gâché parce qu'ils font pas les bonnes choses. Chacun a une mission de vie. Ma mission de vie, ça va être de... Et là, Jonathan, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Nouveau podcast. Nouveau podcast. Attends, on enchaîne. On dort pas. Non, on s'est un peu endormi. On s'est un peu endormi, je trouve. Bah, faut pas le dire. Ils sont pas au courant, nous, parce qu'ils savent pas. Nous, on va enchaîner. Mais c'est vrai, on avoue que on essaie de préenregistrer quelques podcasts, en tout cas, pour pouvoir justement avoir un petit peu d'avance. Et c'est vrai qu'on s'est laissé un petit peu aller avec le travail, les activités qu'on a en ce moment. On courait partout. D'accord. Donc c'était assez compliqué. Et toi, alors, qu'est-ce qui fait que... Moi, c'était compliqué. Mais on va commencer par toi. Tu sais, je vais te relancer la vanne. Je vais te relancer par moi. C'est passé comment ta semaine dernière, tes deux dernières semaines? Franchement, ça a été fast de fou. D'accord. J'étais à l'étranger, je suis revenu, je suis reparti. Et je suis en phase de restructuration en plus dans mes activités. D'accord. Comme on en avait parlé, je suis en phase de recrutement. Donc je commence à passer des entretiens, tout ça. Donc c'est des choses qui prennent énormément de temps. Donc voilà, c'était assez compliqué. Ce week-end, j'étais un petit peu, on va dire, de repos. J'ai pris une petite retraite, histoire de pouvoir me recharger. J'essaie de régulièrement faire ça, tous les 3 mois, faire une petite retraite, prendre le temps, poser les choses et tout, se recharger pour revenir en tout cas avec de la force. Et toi alors? Écoute, moi c'est pareil. J'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté. Après de toute façon on va parler de ça tout de suite. On va parler de ça tout de suite. Après comme je t'ai dit, tu sais, avec ma nouvelle équipe, tu sais, l'équipe a s'agrandi là. Ouais, l'équipe a s'agrandi énormément. Laisse tomber. Ils m'ont tué. Voilà, ça c'est le mot simple. C'est pas facile la gestion de l'humain. Ils m'ont fait du mal, hein? C'est pas facile la gestion de l'humain. Ouais, c'est pas facile. Parce qu'en fait, si tu veux, t'as beaucoup de profils différents. Donc si tu veux, quand t'as une équipe de commerciaux, t'as beaucoup de profils différents. Donc c'est-à-dire, faut que tu les manages d'une façon différente à chaque fois. Donc ton cerveau est un peu partout. Quand tu as eu l'habitude de travailler tout seul pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans et que tu commences à recruter du monde, surtout dans le domaine sur lequel on est, de l'immobilier, sur lequel il y a plein de sujets, faut être technique sur beaucoup de sujets. Et le plus important, c'est dans l'immobilier, c'est la technique. Plus t'es technique, surtout quand tu vends, plus tu vas vendre. Et donc du coup, moi, les commerciaux avec qui je travaille, c'est des gens qui ont envie de faire du résultat, qui ont envie d'être techniques, qui ont des trucs. Donc derrière, ils me sollicitent beaucoup. Mais après, c'est un mal pour un bien, parce que derrière, on a fait des très beaux chiffres. Ouais, j'ai cru comprendre que ça avait bien, t'as bien lancé les choses là. Ces 2 derniers mois, t'as eu des très bons résultats. À ton avis, comment t'as pu avoir ces résultats assez rapidement? Déjà, est-ce que tu peux déjà expliquer aux internautes un petit peu comment tu es en train de te structurer? Parce que pour les personnes qui nous écoutent, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'immobilier, on parle de mindset, mais on parle aussi d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que voilà, Jonathan aujourd'hui, il est en train de se constituer une équipe, et c'est vrai que le fait de se constituer une équipe, c'est quelque chose d'intéressant pour pouvoir faire scaler son business. Et justement, toi, pourquoi tu as décidé de mettre en place ça? C'est quoi les objectifs à court, à moyen et à long terme? Je veux dire, en fait, le but déjà, c'est comme je l'avais dit dans le précédent podcast, c'était d'avoir déjà l'état d'esprit de l'entreprise. Le plus important, c'était déjà l'état d'esprit de l'entreprise. Donc, comme je t'ai dit, c'est déjà d'aider et accompagner les gens dans leur processus immobilier. Une fois que les commerciaux, ils ont ça dans la tête, on va faire ce qu'on appelle un process pour derrière que la vente se passe pour le mieux. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle, on fait le R1, R2, ou le R1 visite signature. Mais jamais on fait un R1 et après on laisse le client dans les vapes. On fait toujours le R1 visite signature. D'accord? Même si c'est un programme neuf. Donc les clients, on les voit, on leur fait la présentation de la société, on va leur expliquer comment on va les accompagner, on va leur présenter pas plus de 3 programmes, jamais plus. Parce qu'en général, si tu t'en présentes trop, les gens ils n'arrivent pas à se décider. Donc du coup, on présente 3 programmes. Et toi, tu fais ça aujourd'hui avec tous tes commerciaux, parce que justement, vu que tu recrutes à chaque fois pas mal de personnes, tu accompagnes tout le monde, ou comment tu fais au début? Alors, tu les laisses se débrouiller, quand ils se cassent les dents, tu les aides, comment tu fonctionnes? Alors, c'est vrai qu'on apprend plus dans l'échec. C'est vrai qu'on apprend plus dans l'échec. Mais en fait, si tu veux, je voulais accélérer la formation. Accélérer la formation, c'est-à-dire d'avoir un minimum de pertes et qu'ils voient un petit peu comment moi je fonctionne en rendez-vous.
Donc ça veut dire que je les ai accompagnés tous les rendez-vous j'ai fait avec eux. Donc je me suis retrouvé des fois à faire des 7 rendez-vous par jour, tellement ils me prenaient de rendez-vous, tu vois. Donc c'est énorme. Mais derrière, tu vois, ils ont pu voir la façon dont je faisais. Maintenant, si tu veux, j'ai stoppé l'accompagnement comme ça. Maintenant, derrière, je leur ai dit, c'est pas grave, si vous échouez, au moins vous allez apprendre. Après, tu sais, comme ils ont sécurisé un petit peu leur première vente avec moi, ils ont pas forcément envie d'avoir de la perte, tu vois. Donc ça, c'est compréhensible. Mais ils sont obligés de passer par là parce qu'il faut qu'ils comprennent, en fait, que derrière, des fois, quand t'échoues, ça t'apprend. Et derrière, tu vas pas revenir, je sais pas comment t'expliquer. Tu vas pas refaire cette erreur-là, tu vois. Et moi, ce que je leur dis, c'est, on va faire un processus simple. 3 programmes maximum. Tu leur fais la présentation du financement, la présentation de la société. Et après, derrière, si, le programme, il est vers chez eux, t'as pas besoin de faire la visite, mais tu programmes toujours un R2 en agence pour que je puisse intervenir. Et c'est ça qui a fait que derrière, il y a eu beaucoup de ventes. Là, le mois dernier, on va faire, je sais même pas combien, peut-être 15 ventes, je crois. On est à 15 ventes. Bravo, hein. Ouais. C'est des beaux chiffres, hein. Ouais. Ça fait ça, on ferait rêver plus d'un dans le métier. Ah ouais, franchement. Mais c'est vraiment, en fait, je pense ton expérience aussi qui a joué. Et c'est pour ça que moi, ces dernières années, je suis en train de me dire que j'ai ce besoin de transmettre. Déjà, je le faisais avec les clients, c'est-à-dire que je prenais le temps pour en former certains qui désirent être formés dans l'immobilier, être coachés dans les finances. Mais j'arrive à un stade où là, je me dis, même si j'avais du mal à déléguer, je me suis dit là Gérald, je suis obligé d'y aller. C'est pour ça que là j'ai commencé ma campagne de recrutement. Donc là j'ai quand même commencé à recruter 2-3 personnes. Et d'ailleurs tu vas rigoler. La première personne que j'ai recrutée, c'est une personne que j'ai rencontrée. C'est un Uber. Donc le mec en fait, il a une société de. C'est ça qu'il faut toujours parler aux gens, tu vois, savoir s'intéresser aux gens. Et le mec en fait c'est un chauffeur Uber. Et en fait il travaille dans une société de location où il est chef d'agence. Donc il loue des véhicules. Et en fait, il a trouvé que c'était intéressant, finalement, vu qu'il a des véhicules à disposition, pour arrondir un peu ses fins de mois, de pouvoir faire chauffeur le soir. Mais il a une compétence commerciale, parce que je l'entendais parler, le mec, je voyais qu'il s'exprimait super bien. Et donc, du coup, j'ai commencé à lui parler de ce que je faisais, et que aujourd'hui, moi, je recrutais pas les gens sur une base de diplôme, parce que tu sais que on nous a beaucoup mis l'impression à l'école, si tu veux travailler, tout ça, c'est les diplômes. Et moi, je voulais vraiment recruter par rapport à une personnalité, par rapport à une envie de s'en sortir. Et globalement, après avoir discuté avec lui, j'ai vu que le mec, il avait vraiment la dalle. Et là, du coup, ça va peut-être être la première personne qui va rentrer dans mon équipe. Et je suis super content parce que j'ai toujours rêvé de pouvoir recruter les gens de manière différente par rapport à moi, ce que j'ai pu vivre. Je crois que je t'avais déjà donné pas mal de témoignages lorsque je passais des entretiens à l'époque, en tant qu'agent IMO à Paris, quand j'ai été victime de discrimination ou des personnes qui t'ont jamais rappelé. Là, on est dans une position où on est à la place des autres personnes, on va dire des autres patrons de l'époque, et on peut arriver et dire, toi, je vais pouvoir te recruter sur la base de ton envie, sur la base de ton mindset, sur la base de ta capacité, on va dire, à écouter quelqu'un ou une personne tout simplement qui veut apprendre, à apprendre d'autres choses. Donc, franchement, j'étais grave motivé par rapport à ça. Donc, on va commencer le recrutement, et là, je pense que ça va être bien parce que j'ai vraiment envie de prendre des profils atypiques, tu vois, pour vraiment constituer une équipe qui va permettre de pouvoir apprendre avec d'autres équipes, avec d'autres personnes. Donc t'as activé ta loi de l'attraction. Ouais, mais encore une fois. C'est ça. Moi, tu sais que moi c'est beaucoup par l'attraction, c'est-à-dire que je vais attirer les personnes qui sont sur la même fréquence que moi, et directement j'ai commencé à lui parler, ça a collé direct. Ça marche très bien. Et au même moment, le mec il rappelle un autre mec, un autre pote à lui, il lui parle de ça, et le gars il veut aussi me rencontrer. Donc là, cette semaine j'ai 3 entretiens. Ça veut pas dire que je vais prendre les 3. En tout cas, j'ai 3 entretiens déjà pour pouvoir commencer à constituer l'équipe. Et moi, je cache pas mes ambitions, hein. Comme on l'a dit, hein, là on a des bureaux là sur Paris, on ambitionne de prendre tout le 3e étage. Tout le 3e étage, on va faire notre propre studio podcast, on va enchaîner les vidéos, tout ça. Donc on a des grosses ambitions pour cette année, donc ça demande justement beaucoup de travail, c'est pour ça qu'on n'arrête pas. Ouais, mais c'est ce qu'il faut. Si vous voulez être recruté dans l'équipe de Gérald, pas de souci, il recrute pas mal et met des profils intéressants. Mais d'ailleurs, il faut que j'explique un petit peu ce que je fais pour justement que les gens qui nous regardent. Donc vous avez compris que Jonathan, lui, il est plus dans tout ce qui est immobilier neuf et tout. Moi, je fais plutôt l'immobilier ancien. Voilà, je fais l'immobilier ancien pour les investisseurs qui désirent investir dans des biens en colocation ou des immeubles de rapport. Et justement, les commerciaux qui vont venir travailler avec moi, ils auront l'occasion de pouvoir vendre plusieurs prestations, soit une prestation pour acheter de l'immobilier ancien pour mettre en place des colocations, ou des immeubles de rapport.
Et je suis même en train de voir, pour rajouter quelque chose, pour encore motiver encore plus les commerciaux, parce que j'ai aussi vers une société de rénovation de travaux. S'ils arrivent en plus à positionner les travaux, ils auront encore un pourcentage. Et ce que je me suis dit, c'est que je vais faire en sorte d'avoir un maximum de prestations à proposer à mes commerciaux pour qu'ils puissent gagner un maximum d'argent, en fait. Et qui dit gagner un maximum d'argent, dit qu'ils vont être contents et ils sont censés rester dans la boîte. Long terme. C'est ça, dans la boîte. Mais du coup, comment tu vois le processus? Comment tu vas fonctionner du coup? Comment tu vas faire en fait? Alors, moi, c'est quoi l'idée? Je pense qu'il va y avoir plusieurs choses que je vais faire. Bon, déjà là, on est quand même en train de travailler sur du contenu, tout ça. Donc le but vraiment, c'est de maximiser les contenus. Le fait qu'il y ait du contenu organique sur les différents réseaux sociaux, les gens vont venir vers nous. Donc il va falloir traiter les personnes qui vont venir vers nous. Donc moi, je vais leur envoyer on va dire principalement vers mes commerciaux. Après, bien évidemment, ces commerciaux-là, je vais aussi leur apprendre à pouvoir aussi développer eux-mêmes leur activité. Dans un premier temps, ils auront besoin d'accompagnement. Donc, je vais les accompagner déjà sur la manière de générer de l'activité. Et je vais aussi leur envoyer quelques leads pour qu'ils puissent aussi travailler. Donc, une fois qu'ils auront contact avec les clients, ils vont proposer donc un accompagnement, parce que le but, c'est vraiment aussi d'apporter notre expertise. Et moi, je serai derrière ces commerciaux-là pour pouvoir aussi rester en backup, pour pouvoir aussi les aider par rapport à cette expertise-là. Donc, je vais leur apporter de l'expertise. Je vais faire en sorte qu'ils soient toujours accompagnés dans les rendez-vous et pour qu'ils soient autonomes très rapidement. Et très franchement, moi, je me cache pas, mon ambition, c'est dans quelques mois, je trouverai un ou deux, enfin, on va dire le meilleur commercial et je lui proposerai un poste de direction pour que moi je puisse partir faire autre chose. Moi, tu sais, j'ai envie de développer aussi mes activités à Dubaï, en République dominicaine. Là, on me parle de Saint-Martin. Donc, il y a quand même beaucoup de business à faire. Mais il faut que je puisse déléguer toute cette partie-là. Je sais que ça va prendre du temps. Voilà, j'en parle comme ça. C'est des choses qui peut-être qui vont se prendre peut-être 1 an, 2 ans. Mais on va prendre le temps qu'il faut pour pouvoir former les gens et pour justement pouvoir asseoir un petit peu cette activité. Ok. Top. Franchement, top. Bah, c'est très beau. Faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la même ambition que toi, que t'as de faire. Et franchement, c'est super beau. Moi, je trouve ça magnifique. Et c'est ce qui a fait que du coup, en fait, on s'est retrouvés, en fait. Et tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que je me rends compte que finalement, tout le monde n'a pas forcément la même ambition. Et il faut pas en vouloir à ceux qui n'ont pas forcément cette ambition-là. Moi, pourquoi j'ai cette ambition-là? C'est parce qu'en fait, je me dis que si vraiment je veux impacter les gens autour de moi, ne serait-ce que ma famille, ne serait-ce que ma femme et mes enfants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as des enfants, tu vois, ils sont petits. Tu sais, la dernière fois, on était au Maroc, on te donne un bracelet là quand t'es all inclusive, ils arrivent à l'école et ils sont en train de dire j'étais au Maroc tout ça et les camarades disent bon, t'as de la chance tout ça et tout. Donc tu te rends compte que les enfants ils sont là, ils s'attendent à toi, ils s'attendent à ce que le papa il t'emmène en vacances, ils s'attendent à ce que tu puisses avoir des cadeaux à Noël, ils s'attendent à ce que tu puisses de temps en temps aller faire un McDo, des choses comme ça. Donc en fait, on a tellement de choses à faire et moi c'est ça qui me motive. Moi, je m'en cache pas, c'est mon moteur. Et je me dis que finalement, si je veux aider mes enfants, je peux aider ma femme, je veux aussi aider mes parents ou des personnes qui sont dans le besoin, il faut absolument que je fasse de l'argent. Après, je peux comprendre qu'aujourd'hui, qu'il y ait des personnes qui n'aient pas forcément ces ambitions-là et qui n'aient pas forcément d'autres ambitions. Et je pense qu'il faut pas juger les gens parce que je sais que j'ai déjà entendu des personnes qui disaient que les entrepreneurs, vous aimez bien juger les salariés, vous aimez bien dire que les salariés, vous servez à rien, tout ça. Non, nous, on n'est pas dans ça. On se dit juste que si tu as des ambitions, en tout cas pour les autres, il faut chercher à gagner plus. Je ne dis pas qu'en tant que salarié, tu ne peux pas gagner plus, parce que bien évidemment, tu peux monter en compétences. Mais c'est vrai que lorsqu'on va monter en compétences dans l'entrepreneuriat, on va dire que tu vas pouvoir aller chercher beaucoup plus de revenus qu'une personne tout simplement qui a eu peut-être 5% en plus dans l'entretien annuel à la fin de l'année, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment ça, l'ambition, oui, mais encore une fois, on s'est bien entendu toi et moi parce qu'on avait les mêmes objectifs, mais parfois il y a des personnes qui vont pas nous comprendre, ils vont nous prendre pour des fous. Bah c'est vrai que souvent les entrepreneurs c'est beaucoup d'incompris. C'est beaucoup d'incompris, les gens ils arrivent pas à savoir notre façon de penser, c'est pas possible. Si les gens ils arrivent pas à se connecter à toi, bah derrière il y aura toujours un problème, ils vont te voir, ils vont parler mal de toi. Moi franchement le nombre de coups dans le dos qu'on a essayé de me faire parce que je suis incompris. Et parce qu'ils me voient comme un peu un extraterrestre qui arrive à faire de l'argent mais ils arrivent pas à comprendre comment, ils arrivent pas à savoir. Mais en fait juste l'idée elle est hyper simple. C'est juste que je me donne en fait pour moi mes objectifs. Et moi l'objectif c'est de mettre ma famille à l'abri, tu vois. Donc c'est pour ça que derrière eux ils arrivent pas à le comprendre, tu vois. Ils comprennent pas, ils se disent mais pourquoi tu travailles le dimanche, pourquoi tu travailles le samedi, pourquoi tu travailles le mercredi, enfin
sais, ils se disent, mais tiens, pourquoi tu te laisses pas un petit jour, 2 jours? Non, mec, j'ai des objectifs que j'ai pas envie de lâcher. Et là, je sais que je suis proche, il faut pas que je lâche. Ah, mais là, je pense qu'on n'a jamais été aussi proche, hein. Bah ouais. Parce que là, je pense qu'on a un niveau de compréhension, un niveau de motivation qu'on a. Et justement, quand on est sur, des fois, en fait, quand il y a une espèce d'élan, il faut pas hésiter à rentrer dedans, en fait. Et il y a une brèche, tu vois, à un moment donné, il y a une brèche. Là, je sens qu'il y a une brèche. Là, faut prendre cette brèche-là et s'engouffrer dans la brèche pour pouvoir aller chercher du résultat. Ouais. Parce que là, franchement, il y a vraiment de quoi faire, là. Ouais, parce que tu le sens, là, tu le sens Ah, là, on sent, là. tu le sens que, tu le sens, tu vois, même moi, tu vois, je le sens, tu vois, je sens le vent. Tu vois, je sens que le vent, là, il est bon, tu vois. Je sens que le vent, il est bon, on arrive à recruter, il y a un bon mindset. Tout le monde est dans le même état d'esprit, tu vois, même dans mon équipe. Toi, tu viens, t'es là, tu donnes de tes idées, etc. Tu vois, je sens qu'il y a un truc qu'il faut faire et qu'il faut pas lâcher. Je sais qu'il y aura une période où ça va diminuer. Mais c'est à cette période-là qu'il faut creuser. Mais tu vois, c'est comme le trading. C'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, parce qu'il y a cette fameuse histoire tirée de la Bible avec les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres. Je sais pas si tu connais. Ouais. En fait, à l'époque, c'était le roi de l'époque, là, le roi d'Égypte de l'époque, qui justement avait fait ce rêve, mais il comprenait pas ce rêve. Et il y avait un homme qui s'appelait Joseph, qui est venu en fait lui expliquer la signification de ce rêve. Et en fait, il expliquait que lorsqu'il voyait les 7 vaches grasses, c'était des temps d'abondance. Et que pendant ces temps d'abondance-là, justement, il fallait mettre de l'argent de côté. Et après, il y avait les 7 vaches maigres qui représentaient les années où on allait être dans la disette. Donc finalement, en ayant donné cette réponse-là au roi, le roi l'a nommé Premier ministre pour que justement il puisse mettre en place ces activités-là. Et en fait, pendant les moments de vaches grasses qu'il a fait, ben, il a bossé encore plus. Il a mis de côté les denrées alimentaires, ce qui a fait que pendant les moments de vaches maigres, ben, tout le monde est venu justement en Égypte venir chercher des denrées, donc ils se sont encore plus enrichis. Aujourd'hui, très clairement, on va pas se mentir, on a des moments de vache grasse, c'est-à-dire qu'on est dans des moments où tout fonctionne bien, où tout s'aligne. Il va y avoir des moments de crise qui vont arriver, et justement pour que nous on subisse pas cette crise-là, faut qu'on soit prêt. Faut qu'on ait déjà mis les entreprises déjà tout en place, en automatique, et nous derrière on est à Dubaï, on est dans les Caraïbes et on est en train de se la couler douce. Et on passe à autre chose. Mais tu penses que tu l'as coulé douce un jour? Honnêtement. Franchement, la couler douce, non, parce que, encore une fois, chacun a une mission de vie. Moi, je connais la mienne, et en l'occurrence, je peux donner un morceau de cette mission de vie. Moi, c'est ma mission de vie, ça va être d'aller aider mon prochain. Mais moi, ce que j'ai toujours eu à cœur de faire, par exemple, c'était de travailler sur l'éducation des enfants, notamment à Haïti. Parce que finalement, on se rend compte que la meilleure chose que tu peux donner à un enfant, c'est de l'éducation. Et il y a beaucoup d'enfants malheureusement qui ne bénéficient pas de cette éducation-là parce que tout simplement parce que ce sont des orphelins ou parce que leurs parents n'ont pas les moyens. Et je me dis que donner à manger aux enfants c'est bien, donc ça c'est une chose aussi que je vais faire, mais vraiment accentuer sur l'éducation, créer des écoles, créer des formations pour former ces personnes-là qui ensuite vont pouvoir prendre soin des leurs, parce que finalement tu te rends compte qu'aujourd'hui un jeune de 17-18 ans, tu lui mets un ordinateur, tu le formes par exemple au trading, tu le formes au dropshipping, tu le formes à l'entrepreneuriat, il peut faire des choses extraordinaires et le mec il peut libérer tout un village, tu vois. Donc vraiment mon but ça va être d'aller dans les différents pays faire ça, déjà premièrement dans mon pays Haïti, mais après aller dans d'autres pays d'Afrique pour pouvoir faire ça. Après j'ambitionne vraiment de pouvoir voyager dans plein de pays, découvrir des gens, faire du business aussi ailleurs et à l'étranger. Donc en vrai, je vais jamais me la couler douce, tu vois, ça sera juste pendant un temps. Mais par contre, on sera on va dire dans l'indépendance financière. Donc on va pas se soucier de se dire est-ce que demain il faut que j'aille signer telle ou telle chose. Non, on est dans la phase où on est des investisseurs. On n'est plus dans la phase d'entrepreneur, mais dans la phase d'investisseur où on investit dans nos boîtes et on prend nos dividendes à la fin de l'année et on touche nos salaires tous les mois. Ok. J'avais une question pour toi, très intéressante. Qu'est-ce que tu ferais à ton premier million? Voilà. Mon premier million, déjà, j'ai vu un entrepreneur qui a fait quelque chose ça m'a beaucoup touché. Il a appelé sa mère. Il a appelé sa mère pour expliquer que voilà et tout. Écoute maman, voilà, j'ai eu mon premier million. Je pense que la première chose que je fais, j'appelle mes parents.
Voilà. Après, bon, bien évidemment, j'en parle à ma femme. Ma femme, elle est à côté de moi, donc elle va me voir faire le million, tu vois. Mais j'appelle mes parents pour leur dire parce que globalement, c'est un accomplissement pour les parents de se dire que les enfants ils ont réussi. Encore une fois, je tiens à le dire aux personnes qui nous regardent. Avoir le million n'est pas le gage de réussite, mais ça fait partie des choses, en tout cas, qui peuvent rendre nos parents très très fiers. Donc j'appelle mes parents pour leur expliquer que voilà, maintenant, il y a le million et je leur amène une clé de bagnole, minimum. Peut-être que je l'aurais même fait avant. Mais je leur amène une clé de bagnole ou je leur offre une maison, un truc comme ça. Parce que dans la famille, on a toujours été généreux, hein, même avec mon frère et ma sœur qui m'écoutent. On se connaît, on sait, on est très généreux. Donc avoir le million déjà, ça va être de donner aux gens, Oui. de donner à sa communauté. Donc tu sais que je suis quelqu'un, j'ai la foi aussi, donc je donnerai aussi à mon église, bien évidemment, pour pouvoir faire avancer les choses, parce que même si aujourd'hui l'église c'est pas une entreprise ou quoi que ce soit, mais l'église elle paye des charges, elle paye des choses, donc il faut aussi participer à l'église pour que elle-même l'église puisse aussi donner aux personnes qui sont les plus nécessiteuses. Donc globalement, ça va vraiment être de donner. Et après, bien évidemment, je m'en cache pas, et je vais faire une petite fête. Hein. Je vais appeler quelques amis proches et on va fêter ça. Pas avec n'importe quel ami, parce que il faut dire aussi ce qui est, c'est que lorsqu'on commence à atteindre certains niveaux, il y a des amis qui vont pas forcément être contents et on leur en veut pas, hein, mais c'est pas le souci. Mais il faut vraiment faire attention à son entourage. Être avec des amis aussi qui vont te tirer vers le haut et surtout des amis qui vont te dire, hey, Gérald, tu viens d'avoir ton premier million, mais tranquille. Tu peux fêter, mais c'est rien au début. Prends une petite tasse de thé, bois ton thé et on repart, tu vois. Donc c'est plus dans cet état d'esprit-là. Donc vraiment, on va dire, en parler aux parents, aux proches, tout ça, gâter les proches, tout ça, prendre un petit café, fêter ça et repartir pour aller chercher les autres millions. Ok. Et toi alors? Top. Alors moi, tu me poses la question, moi, qu'est-ce que je ferais avec mon premier million? Très bonne question. Moi, en vrai, je pense que je ferais un peu la même chose que toi, mais je repartirais de zéro. C'est-à-dire que je craquerais tous mes principes. Ouais. Donc je repartirais de zéro comme une nouvelle personne. Yes. Tu vois. Donc ça veut dire que en gros, j'achèterais du mobilier pour mes parents, je mettrais tout le monde à l'abri. Je garderais rien pour moi. Vraiment. Je te parle ça. Toi, tu serais capable de dire tu fais un chèque vraiment de 1 million. C'est-à-dire que je fais un chèque de 1 million, tu fais un chèque de 1 million, tu payes tout. Je paye et tu recommences à zéro. Et je repars à zéro. Par contre, c'est enregistré, attention. Ah, je te parle quand tu vas les faire, je vais te regarder. Parce que, comme je te dis, du moins, le plus important, en premier, c'est de mettre mes sœurs à l'abri, ma mère à l'abri, mes parents à l'abri. Derrière, une fois que j'ai fait ça, là, je pars sur une nouvelle vie. Là, le game, il commence. Là, le game, il commence. Tant que j'ai pas atteint ce game, je pourrais pas finir, tu vois. Ouais. Dès que j'ai atteint ce game, premier million, chèque, j'achète tout pour les parents. Après, derrière, pour les parents, les sœurs, tout le monde est à l'abri. Ouais. Et là, je repars à zéro. Et là, je commence ma vie à moi. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que c'est intéressant ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu penses que ça peut être un cadeau de donner de l'argent à tout le monde? Est-ce que tu penses que tout le monde mérite d'avoir de l'argent? Peu importe sa gestion, peu importe ce qu'il va en faire. Est-ce que de donner de l'argent à quelqu'un, ça peut pas être une occasion de chute comme ça l'a été malheureusement pour des familles de footballeurs. Bien sûr. Moi je connais personnellement certains footballeurs que je ne citerai pas ici. Cet argent-là ça a été une occasion de chute pour eux. Donc est-ce que tu penses que il faudrait pas éventuellement regarder un petit peu les caractères de chacun et donner en fonction? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, je suis pas totalement d'accord parce qu'en fait l'erreur des footballeurs, ce qui a été fait, c'est qu'en fait ils étaient tellement dans l'abondance. C'est un exemple, mais ça peut être valable. Il y a des gens qui sont tellement dans l'abondance pour des entrepreneurs aussi, en fait qu'ils oublient de faire travailler leur famille. Donc c'est-à-dire il y en a qui disent non c'est bon vas-y travaille plus, je te donne 5 000 € par mois, etc. Je te donne un virement, etc. Non. En fait si tu veux, faut que ta famille garde sa vie telle qu'elle est, juste que tu la facilites. Dis bien la facilité, et la facilité c'est l'immobilier. Tu leur achètes un logement, comme ça derrière ils ont plus à payer de loyer, ils ont plus à se préoccuper de ça. Et après ils vivent leur vie normale. S'ils gagnent 3 000 € par mois chacun, il y a pas de problème, tu vois. Mais si toi tu leur facilites trop, c'est-à-dire qu'ils aient pas à travailler, parce qu'en fait travailler si tu veux, même si tu vois c'est pour certains c'est un supplice on va dire. Je dis ça comme ça, mais voilà c'est un work, c'est un travail, tu vois. Mais derrière en fait ça occupe l'esprit, tu vois. Ça permet les gens de les occuper, etc. Maintenant s'ils font rien. Après derrière au final ils vont vraiment rien faire de leur vie, ils vont pas travailler leur cerveau, leur mental, et ils vont faire n'importe quoi.
Tu vois? Donc on est d'accord que à certaines personnes, tu vas pas forcément donner des sommes d'argent, mais tu vas peut-être donner directement l'immobilier. Bien Toi, sûr. t'es pas forcément pour donner des sommes d'argent. Non, je On est donnerais pas d'accord. d'argent. Le seul argent que je donnerais, c'est à ma mère. Ok. Voilà. Ouais, ça c'est obligé ça. Les Voilà, mamans, ça me blesse, on voilà. peut pas. Le seul argent que je donnerais, c'est à ma mère, mais après, le reste, c'est vraiment immobilier. C'est-à-dire appartement pour ma sœur, appartement. Moi, très franchement, moi, je pourrais donner de l'argent, mais il faudrait qu'on me parle du projet. Voilà, parce que en fait, en gros, parce que je parle de mes frères et sœurs, mais je peux avoir aussi des petits cousins ou un oncle, une tante qui a un projet, peut-être qu'il veut monter un business, il veut monter quelque chose. Et bon, étant donné que j'aurais fait le million, donc forcément, j'aurais une équipe d'experts comptables, d'avocats et compagnie. Je vais leur dire, écoutez, allez voir mon expert comptable, allez voir mon avocat, et si le projet, il tient la route, j'investis dedans. Il y a pas de problème. J'investis dans le projet. Parce que la problématique qu'il y a, c'est que parfois, en fait, t'as des gens qui demandent de l'argent, et ils vont prendre cet argent-là, et ils vont aller faire n'importe quoi, tu vois. Ils vont te le bouffer. Voilà, n'importe quoi. Et ça peut même, malheureusement, être une occasion de chute pour eux, c'est-à-dire ça peut même leur faire du mal. Bah, c'est pour ça que faut faire attention à l'argent, tu vois. Vraiment, tu vois, on dit que l'argent fait le bonheur, mais aussi fait le malheur. Ouais. Voilà. Donc, il fait le bonheur pour celui qui l'a travaillé, celui qui l'a fait, mais il peut faire le malheur pour celui qui donne. Parce qu'au final, s'il donne et que derrière, ça fait que les gens, ils font n'importe quoi avec, ça peut faire aussi ton malheur. Donc, il faut faire super attention à ça. Donc, moi, je pense que quand tu donnes de l'immobilier à ta famille, à tes proches, franchement, c'est bien, mais il faut pas leur dire, ouais, voilà, tu leur fais des virements. Peut-être tu peux leur faire des petits cadeaux de temps en temps, ou peut-être s'ils ont une petite galère, ils veulent acheter un truc. Voilà, tu les aides un petit peu, mais jamais genre des virements réguliers, etc. Faut vraiment qu'ils gèrent leur vie eux-mêmes. Et après, genre, toi, tu sois juste, t'interviens, tu pars. T'interviens, tu pars. Mais genre, jamais, toujours. Tu vois, je vais dire siempre en espagnol, mais pas toujours. D'ailleurs, tu faut vois. que j'apprenne les langues, là. J'ai vu que tu parlais hyper bien l'espagnol. Ouais. Moi, j'ai pour projet aussi, là, justement, comme je te parlais du fait que je voulais aussi voyager et que j'avais envie de vendre de l'immobilier un petit peu aussi à l'étranger. C'est vrai que lorsque je vais en République dominicaine, j'ai pas forcément besoin de parler l'espagnol pour le moment parce que je vends essentiellement à des Canadiens, des Américains ou des Français, voire même des Haïtiens. Donc, j'ai pas forcément, on va dire, l'obligation de parler espagnol, mais il faut absolument que j'apprenne l'espagnol parce que pour aller visiter d'autres pays et tout. Ah oui, c'est super important de parler la langue du pays. En fait, quand tu veux t'ancrer vraiment dans un pays, tu veux connaître les gens vraiment dans un pays, les gens ils vont jamais te parler. Tu sais, ils vont te parler en anglais, mais voilà, tu vois que l'anglais il est faux, tu vois. Ou tu sais, ils vont te parler en français, mais tu vois que c'est pas, tu vas pas vraiment ressentir le truc. Moi, le fait que j'ai parlé espagnol, c'est parce que je ressentais vraiment le Mexique et tout. Et du coup, bah, j'ai vraiment appris, tu vois. Et du coup, tu vois, comme j'aime bien voyager, surtout que j'aime bien les Caraïbes, j'aime bien la plage, j'aime bien le soleil, etc. Du coup, je voulais m'ancrer à ces cultures-là, tu vois. Donc, c'est super important, tu vois. Mais t'inquiète, je te donnerai des cours d'espagnol. Ouais, je veux bien que tu me donnes des cours d'espagnol. Et du coup, toi, dernièrement, est-ce que t'as eu on va dire un cas ou une histoire que tu voudrais nous raconter par rapport à des clients que t'as pu rencontrer cette semaine, ou il y a ces 2 dernières semaines? Est-ce qu'il y a un cas qui t'a marqué Oh là là, le nombre d'histoires je sais que que t'as plein d'histoires, donc au moins essaie d'en sélectionner au moins. Alors laisse-moi un instant, je vais te dire. Parce que une belle. On a toujours des histoires extraordinaires. Une belle. Vas-y. Franchement, une belle, c'est dimanche. Dimanche, sachant que normalement dimanche c'est pas un jour de travail. C'est dimanche. J'ai un couple qui passe à mon agence. De base, c'était mon commercial qui devait faire le rendez-vous, et au final, c'était, du coup, ça a été moi, parce que du coup, avec les bouchons parisiens, tu connais comment ça se passe. Bah, franchement, tu vois un couple américain et du coup sénégalais, enfin non guinéen, je me trompe de pays. Guinéens, ils arrivent comme ça, et tu sais. Pour de premier abord, c'est vrai, tu les vois comme ça, tu te dis putain merde, ils vont me faire perdre mon temps, etc. Oh là là, putain, tu vas rester. Faut pas juger les gens voilà, sur l'apparence. Faut pas juger, c'est comme ça. Mais tu connais, t'es dimanche, t'es fatigué, etc. Tu te dis. Et moi, tu vois, je me fais pas d'a priori, tu vois, je fais donc vas-y, c'est pas grave, je fais le rendez-vous. De toute façon, comme je dis, je traite les clients tous de la même manière, il y a pas de souci. C'est important. Donc tu connais, ils me racontent un peu leur histoire, comment ils se sont rencontrés. Donc du coup, tu vois, là, je rentre, tu sais, parce que je faisais beaucoup moins de rendez-vous solo. Et là, du coup, j'ai repris goût un petit peu, tu vois, parce qu'ils me racontent un petit peu leur vie, comment ils se sont rencontrés. Et l'anecdote a été que, si tu veux, ils avaient perdu quelqu'un de leur famille cette semaine, et que, genre, le fait qu'ils aient pas beaucoup d'apports,
beaucoup de personnes, en fait, les mettaient, enfin, ils avaient peut-être 10, 12 000 euros d'apport, mais beaucoup de personnes leur fermaient la porte ou leur disaient, ouais, non, votre projet, il est pas possible, votre projet, il est pas possible, votre projet, pas, ou sinon, ils prenaient pas le temps de les écouter et de regarder un petit peu c'était quoi leur projet. Et en fait, moi, si tu veux, j'ai pris le temps d'écouter leurs projets, j'ai pris le temps d'écouter leurs besoins. Et en un coup, deux coups, j'ai trouvé le logement parfait. Et si tu veux, on a trouvé un bête d'appartement à Bobigny avec une terrasse de 130 mètres carrés. Voilà. 130 mètres carrés. 130 mètres carrés de terrasse au dernier étage. Il a combien cet appart? Il était à 400 000, je crois. 400 000. 400 000. Et tu les finances? Ouais, je les finance. Super. Et je les finance. J'ai appelé le banquier, j'ai tout appelé parce que j'avais les relations, j'ai tout appelé. J'ai validé tout leur dossier en un coup. Et ils sont repartis. T'as eu des frais de notaire offerts, non, je suppose? Frais de notaire offerts aussi. Et du coup, au final, bah, le dossier est passé, tu vois. J'ai négocié directement avec le promoteur pour avoir les frais de notaire offerts. Et après, leur dossier, tu vois, il passe tout nickel, tu vois. Et du coup, ils avaient combien de revenus, ces gens-là? Comme ça, tu vas pouvoir aussi expliquer un petit peu. Alors, au niveau des revenus, les deux, ils étaient à 3 000 euros chacun. Ok. Donc, ils étaient à peu près à 7 000 euros de revenus. Après, c'est des aides dépensiers. Tu connais un peu les Américains, comme ils sont, ça dépense beaucoup, tu vois. Mais derrière, voilà, ils étaient en possibilité de payer 1 700 euros par mois, tu vois. Donc, 400 000. Sans apport, on va dire qu'on est à 1 700 euros par mois de mensualité. Ils ont eu le droit au prêt à taux zéro aussi ou pas? Bien sûr. Super. Bien sûr, parce que sur l'année dernière, monsieur, il était auto-entrepreneur. Donc, au niveau des déclarations, il a déclaré peut-être 20 000 euros à l'année. Donc, du coup, même madame, en fait, du coup, ça faisait 50K plus un enfant à charge. Des enfants, ouais. Voilà, plus un enfant à charge. Donc, du coup, il rentrait dans les critères du prêt à taux zéro. Donc, du coup, ouais, nickel. Ils étaient contents parce que, tu vois, j'ai pris le temps de les écouter. J'ai pris le temps de parler avec eux. Et derrière, en fait, ils ont dit non, mais on n'a jamais vu ça, tu vois. Ils sont jamais tombés sur un conseiller qui a pris le temps de leur écouter, surtout un dimanche, parce que même eux, ils étaient surpris. Un dimanche. Tu sais, un dimanche, l'agence est ouverte. Je dis, bah oui, nous, on travaille tous les jours. On est des fous. On est des fous. Mais voilà, ça, c'est des gens que, par exemple, on aurait perdu si on aurait fait, 7-8 heures, lundi, samedi, tu vois. Ça, c'est des gens qu'on n'aurait jamais pu signer, tu vois. C'est super intéressant ce que tu dis parce que, justement, parfois, c'est le dernier client du vendredi soir à 21h, que tu vas rencontrer, avec qui tu vas faire les plus belles affaires. Et il faut pas négliger les gens. Et franchement, s'il y a encore des banquiers qui nous écoutent aujourd'hui, arrêtez de négliger les gens. Franchement, c'est pas bien ce que vous faites, messieurs, mesdames, les banquiers. Après, bon, ça va, il y en a qui sont bien. Maintenant, je sais que voilà, ceux qui sont bien, vous savez que vous êtes bien, mais arrêtez de négliger les gens, juger par leurs origines et compagnie. Parce que très franchement, c'est fatigant pour eux. Et en plus, on peut croire que c'est quelque chose qui est, en fait, qu'on ne fait plus, mais ça existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, genre, il y a des banquiers, en fait, je sais pas, par rapport à ta manière de te comporter ou tes origines, ils vont pas te calculer quand tu as un projet. Bien sûr. Sinon, ils vont te donner des capacités d'emprunt, je sais pas, 30 000 euros en dessous. Alors que moi, quand je regarde le dossier, je dis, bah non, en fait, ça passe. Et finalement, je les finance dans une autre banque et ça passe au calme. Des fois, après, je me demande, est-ce que c'est pas de la paresse ou de la flemme de la part de certains banquiers, parce que je pense pas qu'ils soient tous méchants, parce qu'on va arrêter de dire que les banquiers sont méchants, parce que je travaille aussi avec eux. Mais est-ce que c'est pas de la flemme à un moment donné de se dire j'ai pas envie de monter le prêt, ou ça me prend du temps, ou c'est casse-tête? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui que c'est la passion. C'est quoi en fait? C'est la passion. Parce que si tu veux, moi j'ai remarqué en fait il y a des banquiers qui sont vraiment passionnés par leur métier. C'est vrai. Et derrière en fait quand tu leur présentes un dossier, ils prennent vraiment le temps, ils te font le retour assez rapidement. Donc il y en a qui sont passionnés pour faire des prêts immobiliers. Genre ils aiment bien voir des nouveaux dossiers, regarder un peu les projets, etc. Ils aiment bien, tu vois. Et il y en a, c'est pas du tout le cas, tu vois. Il y en a, ils aiment pas parce que après bon, je connais pas leur plan de rémunération, mais je pense qu'ils sont pas rémunérés énormément quand tu fais un prêt immobilier, tu vois, ils ont peut-être pas de prime, donc ils sont peut-être plus primés, tu sais, quand ils vendent des assurances, des téléphones, etc. Mais je crois pas qu'ils sont primés, ou si, peut-être ils ont un objectif annuel de tant de dossiers tant de dossiers par année. Donc c'est pour ça que dès qu'ils atteignent leur objectif, tu sais, qu'ils sont pas tellement motivés. Ils sont pas motivés. Mais j'en connais, ils sont passionnés par leur métier, ils sont passionnés par faire des prêts immobiliers, et c'est ceux-là qu'il faut rencontrer, c'est quand tu veux faire un prêt immobilier, tu vois. Parce que souvent les gens ils disent oui, mais vas-y, c'est compliqué, comment je peux faire pour avoir un prêt immobilier, etc. En fait non, c'est juste qu'ils sont tombés sur un mauvais conseiller, et après derrière, tu sais, le mec il travaille quand même dans la banque, donc derrière donc tu te dis mais en fait non, si lui me dit ça, en fait c'est pas possible. Bah non, en fait c'est juste que t'as pas rencontré la bonne personne, soit elle t'a pas donné la bonne marche à suivre, soit c'est qu'elle était pas du tout compétente, tu vois. Après il y a autre chose aussi, c'est que le banquier il va pas forcément penser au montage. Et dernièrement là j'ai eu un client qui est venu me voir, qui est la même chose, il est parti demander un prêt auprès de son banquier, donc forcément il lui a dit non. Alors qu'il suffisait juste de faire un montage pour que le prêt puisse passer. Il voulait acheter une maison et il avait un bien qui était en location.
Le banquier il lui a tout simplement dit, bah, écoutez, votre taux d'endettement, ça va pas du tout. Du coup, ce que j'ai proposé aux clients, c'est qu'en fait, son bien, en fait, vu que le client qui était dans le bien a décidé de partir. Ce qu'on va faire sur son appartement F4, c'est que on va rajouter une chambre dans le double salon et désormais on va le vendre en colocation. C'est-à-dire qu'au début, il en tirait, je crois, environ 1100 euros par mois. Là, avec la colocation, il va en tirer 1800, entre 1800 et 1900 euros par mois en termes de revenus locatifs. Et forcément, avec des revenus comme ça, lorsqu'on va revenir d'ici 3 mois, avec une régularité sur les loyers, bah forcément, ça va changer, puisque là, on aura les quittances, on aura les preuves comme quoi les revenus ils ont augmenté, et ça va aussi techniquement augmenter les revenus de mon client, donc il va avoir un dossier qui sera largement finançable. Et là, j'ai déjà des banquiers qui sont en mesure d'ici 3 mois, une fois que les 3 premiers mois seront passés, de pouvoir le financer. Mais jamais le banquier lui aurait dit ça. Mais non, en fait, jamais. on va se poser la question, pourquoi? En fait, pourquoi? C'est très simple. Toi, t'es rémunéré, le banquier n'est pas rémunéré. C'est tout. C'est ça. Donc toi, tu vas chercher une solution Ouais. pour être rémunéré. Je suis payé. Le banquier, il dit, écoutez, sur un montage simple, le mec, si le montage n'est pas mâché pour lui, il va jamais penser. Parce que derrière, il va pas être rémunéré. Or que nous, on va se poser, on va se dire, putain, mais c'est dommage pour le banquier, parce que tu sais, au contraire, il devrait pas réfléchir comme ça. Il devrait se dire, je vais donner des stratégies. Et au bout de 3, 4, 5 stratégies, si je vois que ça marche, j'appelle Gérald et je vais bosser avec Gérald, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Tu viens bosser d'ailleurs s'il y a des banquiers, qui estiment qu'ils font du bon travail et qui sont pas rémunérés à leur juste valeur. Voilà, je suis votre homme. Vous avez votre homme devant. Donc on a les réseaux sociaux qui sont dans la bio, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la bio. Non mais c'est vrai. Non mais franchement, tu sais, il y a des gens parfois en fait qui ont un potentiel et ce potentiel-là il est gâché parce qu'ils font pas les bonnes choses. Et moi j'ai tellement vu des gens autour de moi qui avaient des compétences, qui avaient on va dire une facilité à discuter avec les gens, qui avaient de l'empathie, qui avaient beaucoup de qualités qui leur permettraient de performer dans beaucoup d'activités, mais parfois ils se cachent à des endroits, je sais pas si c'est par facilité ou par peur. Mais c'est vraiment des talents gâchés. Après, c'est clair qu'il faut se faire ses armes, en tout cas dans un ou deux travails en tant que salarié. Mais après, derrière, il faut chercher à voler de ses propres ailes et aller chercher quelque chose un petit peu plus loin, quoi. Donc c'est dommage. Beaucoup de talents gâchés. Hein. C'est dommage. Énormément de talents gâchés et même énormément de projets gâchés. Parce que souvent, des fois, t'as des clients, ils arrivent, ils me disent oui, il y a 2 ans, on a vu notre banquier. Voilà, c'est ça. J'ai une autre histoire, si tu veux. Voilà. Il y a 2 ans, on a vu notre banquier, il nous a dit que c'était pas possible. Bon, parce qu'on n'avait pas 10% d'apport. Oui, parce qu'on avait un crédit en cours, etc. Donc, du coup, le banquier nous a dit non, c'était pas possible. Et j'ai dit, mais écoutez, monsieur, votre crédit, il était de combien? Tu sais, c'est une question comme ça, tu vois. Votre crédit, il était de combien? Écoutez, il nous restait 3-4 000 euros de crédit. Et comme on avait un crédit, du coup, il nous a dit que c'était pas possible. Je dis, mais vous auriez pas pu simplement vous dire de trouver une solution pour solder le crédit. Et du coup, ces clients, ils ont perdu le prêt à taux zéro, ils ont perdu du budget, ils peuvent plus acheter une maison, mais maintenant un appartement, tu sais, parce que truc. Donc du coup, ça, c'est des projets gâchés, tu vois. Et en parlant de ça, j'ai encore une autre histoire. Franchement, de toute façon, des histoires comme ça, j'en ai des dizaines et des dizaines. C'est une cliente, en fait, elle m'a découvert sur les réseaux sociaux, comme ça par hasard. Je suis venu dans son feed. Elle a cliqué sur mon profil, elle a regardé, bon, on l'a vu un Renoir avec une barbe, bon, il a l'air de savoir de quoi il parle. J'ai dit, bon, perdu pour perdu, je vais le contacter. Elle avait signé un compromis. Et elle était convaincue qu'il allait pas avoir de problème, qu'elle allait pouvoir être financée. Sachant qu'elle avait acheté un premier bien, qu'elle avait mis à la location, le bien il se remboursait, tout était équilibré, les charges équilibrées. Elle était infirmière libérale, elle avait dépassé les 3 ans d'activité, donc carré. Elle est partie voir son banquier. Et elle a voulu donc acheter un deuxième bien, cette fois, pour sa résidence principale. Et le banquier lui a dit, non, ça va pas être possible. Et donc du coup, elle s'est dit, perdu pour perdu, bon, j'ai vu Gérald sur les réseaux, elle m'a contacté, elle me donne les chiffres. Elle me dit, voilà, je gagne tant à l'année, le bien, je l'ai acheté tant, et le nouveau bien, il coûte tant. Je dis, ok, je prends mes notes, je regarde, je fais le calcul. Après, je vois que l'endettement, voilà, on approche un peu les 35% ou 35-36, mais je me dis, bon, c'est quand même quelque chose qui se tente. Comment ça se fait qu'il vous a dit non catégorique? En un mois, je vais trouver son financement.
En un mois, là, il a eu son financement. La banque que j'ai trouvée, elle lui a... Par contre, derrière le banquier, il a tout perdu. Hein, parce qu'on a viré tous les comptes pro, tous les comptes perso. C'est parti dans la nouvelle banque. Et donc, ma cliente, elle a son crédit pour sa résidence principale et ça s'est bien passé. Donc, en fait, des exemples comme ça, il y en a plein. C'est pas qu'on est des super-héros, hein, parce que je tiens à le dire. Hein, c'est juste qu'en fait, on va un peu plus se casser la tête pour trouver des solutions pour nos clients. C'est pas qu'on est des super-héros, c'est pas qu'on a une baguette magique qui va donner des crédits aux gens. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on va prendre le temps de trouver des solutions. Et parfois, on n'en trouve pas des solutions. Donc, on dit au client, bah, rendez-vous l'année prochaine. Oui, c'est ça. On n'a pas de solution. Moi, ça m'est arrivé récemment. J'ai une cliente, elle voulait investir dans le 92. Elle voulait un F2 je crois, de 50 mètres carrés, entre 40 et 50 mètres carrés dans le 92. Et après, bon, je lui dis dans 92, je me dis bon, je vais lui proposer du bagneux, tout ça et tout par rapport à son budget, parce que non, elle veut elle m'a sorti des trucs comme Boulogne, que les grosses trucs du 92 et tout, tu vois. Et au bout d'un moment, moi, elle m'avait même déjà commencé à me rémunérer sur l'accompagnement. Et elle me dit, et moi je le trouve pas en fait. Et je lui ai dit, bah en fait, excusez-moi, mais en fait moi je vais vous rembourser parce qu'en fait, je vous ai expliqué qu'au niveau des budgets que vous avez, vous allez pouvoir aller sur telle ou telle commune. On va pas pouvoir y aller. Vous êtes entêté, donc on va passer à autre chose. Voilà, il faut accepter en fait. Donc tu peux pas. Et d'autre part, il y a des clients aussi que j'ai commencé à accompagner parce que je faisais aussi beaucoup de coaching sur les finances. Et tu sais que ça c'est un truc qui est difficile hein. Quand tu fais du coaching sur les finances, que là tu touches directement au cœur de la personne. C'est-à-dire que l'argent, les finances, c'est le cœur, tu vois. Et lorsque je fais du coaching sur les finances, bah j'essaie de savoir un petit peu ce qui se passe, pourquoi il y a telle ou telle dépense. Et on donne des conseils aux gens, tu vois. Et parfois, quand on donne des conseils, les personnes, ils peuvent aussi le prendre un petit peu mal, tu vois. Oui, mais pourquoi, tout ça et tout. Et l'année dernière, il y a une cliente, elle a grave pris mal parce que je lui avais dit, écoutez, on avait établi un budget pour les fêtes de Noël et vous avez explosé le budget. C'est-à-dire que on a mis un budget, genre elle a fait, je sais pas, 200% du budget qu'on avait défini. C'est pas que t'as pas le droit de faire des cadeaux de Noël, mais tu sais très bien que arriver à Noël, c'est une grosse problématique pour beaucoup de gens. Il y a tellement cette pression sociale sur les fêtes de Noël que les gens, en plus, les gens, ils pourraient être malins, se dire d'acheter les cadeaux dans l'année. Non, faut qu'ils aillent acheter, genre, le mois où tous les magasins, ils t'allument sur tous les prix, tu vois. Ils en ont rien à faire. Donc, nous, on est à Noël, on doit acheter. Et les gens se font allumer. Et du coup, elle a dit, bon, Gérald et tout, j'aime pas trop la manière dont on fonctionne, donc je vais mettre fin à tout ça. Je dis, pas de problème. On met fin, pas de problème. Et cette même cliente-là me recontacte. Oui, et tout, Gérald, je me rends compte que les conseils que tu m'avais donnés, néanmoins, finalement, je les ai suivis et j'ai vu un changement. Donc, est-ce qu'on pourrait reprendre ensemble? Je lui dis, y a pas de problème. Donc, je reste ouvert. Donc, globalement, nous, on est là pour apporter du conseil aux clients. Mais il faut pas croire qu'on est des Superman et qu'on va changer le mindset des gens. Non, on va changer le mindset de quelqu'un qui désire changer. C'est ça. Quelqu'un qui désire évoluer. On va t'aider à acheter parce que tu as déjà ce projet-là. Tu es motivé. Et parce que toi, tu es motivé, moi, je vais pouvoir t'aider. Mais si t'es pas motivé, moi, je vais rien pouvoir faire. T'as tapé le mot où il fallait. Clairement. Parce que moi, c'est ce type de client que j'ai et que je veux. Parce qu'il y a souvent des clients qui sont là, qui t'écoutent pas. Tu vois, qui sont bloqués dans leurs idées. Qui prennent ton énergie. Voilà, ils prennent ton énergie. Donc moi, tu vois, ce que je dis à mes commerciaux, c'est quand t'as des clients comme ça, qui ne désirent pas changer, donc qui veulent pas changer leur vie, clairement, bah derrière ça, tu passes à autre chose. Et tu vas aller sur des clients qui vont vraiment avoir besoin de ton aide et sur lesquels tu vas vraiment changer leur vie. Et ça, c'est super important. Et ça, t'as tapé sur une clé hyper importante. Moi, je suis arrivé à un stade avec l'expérience que j'ai maintenant dans le métier. C'est pas que je suis arrogant ou quoi que ce soit. Hein. Juste qu'au fur et à mesure que tu vas avancer dans une activité, tu vas arrêter de te prendre la tête avec des clients qui te prennent la tête, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, tu vas pas, parce que tu sais que, parfois, un client, juste parce qu'il est désagréable, il peut te gâcher toute ta semaine, tu vois. Ah oui. Et ça va impacter forcément ton activité. Donc, il faut éviter toutes les personnes, on va dire, qui ont des mauvaises vibrations, tu vois. Et quand il y a ces mauvaises vibrations-là, faut les couper directement et passer à autre chose. Sinon, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir, qui va impacter ton activité. C'est vraiment quelque chose qui va t'empêcher de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Donc, il faut essayer de travailler tout le temps avec le sourire, avec la joie. De toute façon, on le voit, hein, dès qu'il y a des clients et tout que je rencontre, moi tout le temps, j'essaie de raconter des blagues, on échange, on rigole. Toujours. Il y a beaucoup des clients qui sont devenus aussi des amis. Donc voilà, donc c'est vraiment, on essaie vraiment de travailler dans le long terme avec les clients et on fait en sorte en tout cas d'attirer les clients qui sont un peu comme nous, quoi.
Et oubliez pas, champagne chaque année. Hein. Ouais. Moi, je dis ça, je dis rien. Il fidélise ses clients, donc. Pour les 10 meilleurs clients, ouais, on envoie du champagne. Ah, les 10 meilleurs clients. Ah, Ouais, bah, les ça, 10 c'est les meilleurs. 10 clients. Là, tu vas envoyer à tout le monde, toi. Moi, j'envoie Ah des chocolats. Des chocolats, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. C'est déjà des chocolats. Déjà, c'est de les remercier de nous avoir fait confiance. Moi, je trouve que c'est hyper important, surtout pour le branding. Là, si tu veux, avec mon équipe, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire des plaquettes, faire des stylos, faire des cahiers, tu sais, des agendas qu'on offre aux clients, tu sais, quand ils signent avec nous. C'est comme ça, moi, derrière, tu sais, il y a ce branding-là, tu vois. C'est ça. Et donc, du coup, ça, c'est mes commerciaux qui m'ont donné l'idée, tu vois. Ils ont dit, ouais, là, les clients, ils nous demandent des plaquettes, c'est pour ça que c'est bien de travailler avec des gens, c'est qui ont des visions différentes. Et donc, du coup, bah, derrière, ils m'ont fait payer de la plaquette, des agendas, des stylos. Donc du coup maintenant il y aura des stylos vraiment à l'effigie de la boîte et tout. C'est bien ça. Et c'est surtout intéressant ça pour la branding de la société, d'investir. Bah du coup, souvent on me dit ouais vas-y comment t'investis ton argent etc. Mais en fait faut investir pour faire plus d'argent et plus d'argent. Bah derrière bah t'investis sur le branding, t'investis sur l'expérience client. Et ça je pense que c'est super important. Tu vois. Ça c'est important ce que je dis parce que tu vois le client il faut qu'il se rappelle de toi. Moi, c'est ce que j'aime toujours dire aux personnes, aux entrepreneurs aussi que j'accompagne. Il faut que le client, il se rappelle de toi. Pour qu'il se rappelle de toi, soit, en fait, très souvent, tu vas lui donner des nouvelles, tu vas l'appeler, tu vas lui passer un coup de fil, tu vas lui faire un petit message, ne serait-ce que pour son anniversaire, parce que nous, on oublie parfois, on est là, on prend la pièce d'identité du client. À ce moment-là, rien ne nous empêche de prendre notre agenda et de noter en fait sur un pense-bête la date d'anniversaire du client. Ne serait-ce que lui souhaiter son anniversaire, elle se dit ah non seulement la personne elle pense à moi et en plus j'ai entendu un ami qui voulait investir donc ça tombe bien que que Jonathan m'envoie ce message là parce que du coup je me dis que je vais envoyer le contact à Jonathan. Et en fait c'est ça en fait, c'est comment on peut garder un lien et développer un lien avec le client qui fait qu'en fait, dès qu'on parle immobilier, on va penser à Jonathan, tu vois. Ouais, c'est ça. Faut que ça soit un lien fort. C'est important, tu vois. Donc, le fait d'avoir des goodies, comme tu disais, des stylos, des agendas, des calendriers, des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de pouvoir penser à la personne avec qui tu travailles. Après, faut toujours améliorer le branding tout au long surtout, du coup, on est dans le lancement de scaling. Ouais. Voilà, de scaling de nos sociétés. On travaillait tout seul. Jusqu'à là, on faisait pas mal de chiffres d'affaires et là, on est dans le scaling. Donc scaling fait que du coup faut améliorer le branding, faut améliorer tout autour de soi et surtout le process. Il y a un truc que tu disais qui est grave intéressant, c'est cette notion de justement de dire à un moment donné, j'efface tout et je recommence, tu vois. Et moi je suis un petit peu dans cette phase là avec cette structure là que je suis en train de monter pour moi, ça va être une nouvelle structure parce que maintenant c'est plus Gérald Dimo. Maintenant, tu vois, ça va être GS Real Estate. Et GS Real Estate, c'est une autre structure qui va recruter des commerciaux avec vraiment une autre manière de fonctionner. Comme ça, en fait, on va dire toutes les choses, on va dire qui étaient un petit peu obsolètes, on va les changer. Et surtout aussi miser un petit peu aussi sur l'avenir. Donc, je vais essayer aussi de prendre des jeunes en alternance, de voir les nouvelles idées, les nouvelles tendances dans le digital, dans le marketing, parce qu'on peut pas tout connaître, tu vois. À chaque fois, il y a des nouvelles tendances avec les nouveaux réseaux sociaux, avec TikTok, tout ça. Tu sais même pas comment ça fonctionne. Et le but vraiment, c'est de rester en tout cas à jour par rapport à ce qui se fait, parce que c'est ce qui me faisait beaucoup rire dans le métier de l'immobilier, de la gestion de patrimoine. À chaque fois, tu te rendais compte que les anciens là, c'était vraiment il y a plein de choses qu'ils n'ont pas voulu changer. C'est pour ça qu'il y en a qui malheureusement qui sont morts, qui ont coulé, parce qu'ils n'ont pas voulu prendre ce virage des réseaux sociaux. Ils n'ont pas voulu prendre le virage du digital. Et aujourd'hui, quand tu vois les anciennes agences comme Century 21, tout ça, qui sont toujours aussi en place. Mais tu vois, par exemple, des IAD, tout simplement, au lieu de parler des autres agences, mais tu vois une agence comme IAD qui a éteint tout le monde. Et comment ils les ont éteints? Parce qu'ils ont offert des solutions digitales pour les différents agents immobiliers qui rentraient dans le réseau. Donc avec une manière où en fait tu rentres sur un espace, t'as tout ce que tu veux, tu vois. Et après bien évidemment il y a plein d'autres réseaux qui ont suivi derrière. Mais le fait d'être à jour dans le digital, ça te permet vraiment de rester, on va dire, à flot et ne pas couler et voire même mettre une petite distance aux autres comme IAD l'a fait à beaucoup d'autres réseaux. Ouais, bien sûr. D'ailleurs,
J'ai une question là qui me revient là sur la tête là, j'avais envie de te la poser là, c'est avant de finir le podcast parce que sinon on va se retrouver sans cette question là et pour moi c'est hyper important et en plus on en parlait au téléphone. Gérald, quelle est l'étape pour faire ses premiers 100 000 euros? Premiers 100 000 euros par mois? Par mois. Alors quelle méthode? Je vais reformuler. Quelle méthode tu donnerais pour faire ces 100 000 euros, ces premiers 100 000 euros par mois? Quelle est par étape? Alors, tu parles en tant que justement chef d'agence comme nous on fait aujourd'hui, comme on désire faire, ou en général? Parce qu'il faut que tu précises bien. Comment toi tu le ferais? Comment moi je le ferais aujourd'hui? Voilà. Moi, très franchement, j'ai pas peur de le dire dans le podcast. Comme ça, ça va être ce qu'on appelle un build-in public, c'est-à-dire que vous êtes au courant. Écoutez, c'est un maximum de valeur ce qui va nous sortir. C'est un build-in public. La plupart du temps, en fait, on va pas réinventer les choses. Globalement, lorsque tu fais quelque chose qui réussit, bah, tu cherches tout simplement à le dupliquer. C'est-à-dire que tu as rencontré un client, voilà, tu lui as vendu un service ou un produit, il a été satisfait, Maintenant, tu regardes comment tu vas pouvoir dupliquer cette action. La problématique que j'avais pendant longtemps, c'est que j'avais une peur, je l'avoue, j'avais peur de pouvoir me dupliquer, peur de déléguer certaines choses, Finalement, je sais pas, mais avec le temps, avec la prière, avec plein de choses, cette peur-là, elle est partie. Et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, non, je peux totalement me dupliquer. Donc là, ce que je vais faire très clairement, c'est que, en effet, je vais recruter des commerciaux et je vais tout simplement essayer, tenter de dupliquer ma manière de fonctionner. Il y a des personnes qui vont adhérer, d'autres non. Il y a des personnes qui, c'est leur propre personnalité qui va aussi ressortir et peut-être même que ces personnes-là vont être même plus performantes que moi en vrai, tu vois. Mais dans la masse, en fait, ça va me permettre de pouvoir démultiplier en tout cas ma capacité à rencontrer des gens. Là où je pouvais pas rencontrer 100 personnes dans le mois, ben avec 10 conseillers, tu vas pouvoir rencontrer 100 personnes. Et tu imagines en fait la patate que c'est. Bien sûr. Tu imagines la patate, moi j'ai jamais eu 100 rendez-vous dans un mois. Mais grâce à une armée de personnes, je vais pouvoir avoir 100 rendez-vous. Et l'avantage qu'il va y avoir, c'est qu'il y aura tous ces commerciaux-là qui vont arriver. Et s'ils ont besoin de moi, pour la phase finale, je vais pouvoir venir les aider. C'est-à-dire que eux, dans les 100 personnes qu'ils vont rencontrer, eh ben, à un moment donné, il va y avoir des personnes avec qui ils vont avancer un petit peu plus loin. Il manquera juste cette petite pichenette de la fin. Et moi, je serai là pour pouvoir justement mettre, tu vois, la balle au fond, tu vois. Et au fur et à mesure, ces gens-là, ils vont pouvoir justement aller tout seuls vers la vente et finaliser une vente tout seul. Donc vraiment, ce qui va me permettre très clairement de dépasser largement les 100 000 euros par mois, ça va être ma capacité à me dupliquer. Et j'ai commencé à le faire parce que j'ai déjà commencé à rencontrer des commerciaux. Et donc là, j'ai pas peur de le dire. Au moment où où ce podcast il va sortir, on sera vraiment bien en chemin d'atteindre les 100 000 euros par mois. Pas plus? On reste calme pour l'instant. Mais en tout cas, on est en bonne voie parce que bien évidemment, avec aussi la société de travaux, on sait pertinemment qu'on va aussi dépasser ce chiffre-là. Mais ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est qu'avant de parler de tout ça, c'est vraiment des années et des années de travail. De développer tes techniques commerciales, de développer ton offre, avoir le réseau aussi au niveau de ma société de travaux, le réseau d'entrepreneurs. Bon, après, c'est vrai que j'ai eu le privilège d'avoir un père qui était pendant 30 ans dans le bâtiment, donc j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont dans le bâtiment. J'ai beaucoup d'entrepreneurs que j'ai sollicités depuis plus de 15 ans sur les appartements de mes clients, sur les maisons de mes clients, sur même mes biens à moi, ceux de mes parents, ceux de mes frères et sœurs. Donc c'est des gens que je connais. Donc il a fallu aussi tisser un réseau pendant toutes ces années-là. Et je pense que c'est maintenant que je vais pouvoir bénéficier pleinement de tout ce réseau que j'ai développé pendant toutes ces années-là. Bien sûr. Et justement pouvoir et voilà. Aujourd'hui, ça va donner du 100 000, 150, voire peut-être même du 200 000. On n'a pas peur de le dire. Mais ça a été beaucoup d'années de travail derrière, tu vois. Écoute, franchement, je suis convaincu que tu vas les atteindre, même voir plus. Yes. Parce que moi, ta méthode, elle me paraissait plus aller dans les 300, 400 Mais non, faut qu'on reste calme. Tu parles d'une armée et tu parles de dupliquer. Et quelqu'un comme toi, de ce que tu m'as dit à l'époque, en chiffres, en termes de chiffres,
et si tu te dupliques avec tes compétences actuelles, je pense que par commerciaux, tu peux faire du 100. Oui, mais donc du coup, ouais, mais attention, ce que je dis tout à l'heure, tu vois, tout le monde n'aura pas la capacité de faire ce que moi je fais. Le but, c'est pas forcément de faire des Gérald x 10. Le but, c'est que Gérald donne de son expérience, et que les personnes, avec leur propre personnalité, aillent chercher les meilleurs chiffres. Et moi, je serai là pour les aider, en fait, tu vois. Ce qui est bien, c'est que tu te rends compte que, au final, toutes les personnes qui ont essayé de copier, la plupart du temps, ils se sont pris des murs. En fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre ce qu'il y a de bon chez Gérald, et toi, prendre de ta personnalité, et regarder quels sont tes points forts, et ensuite les développer. Et de faire une mayonnaise explosive. Voilà. Et moi, justement, j'ai cette capacité-là d'aider les gens à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et moi, ça va être mon rôle, en fait. Le rôle de toutes les personnes que je vais rencontrer, c'est comment je vais sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ce que je vais faire. Et c'est pour ça qu'on va réussir. Ok, super. Moi, je suis d'accord. Et on va très bien réussir. On va très bien réussir. Moi, je suis totalement d'accord sur le fait qu'on va casser. Yes. On va tout casser. Et je pense que si d'ici 6 mois, on sera en train de faire une vidéo chacun en même temps. En train de dire à nos familles qu'on est devenu multimillionnaire derrière. C'est ce que je nous souhaite. Voilà. Et je pense que c'est ça le but et je pense que c'est ce qui va arriver, je pense. Yes. Je pense d'ici 6 mois, là, je sens que le vent, il est en train de tourner. Il y a une énergie, hein. Il y a une énergie qui est. De toute façon, au cas où, si ça tourne mal, ce podcast-là, on le coupera, tu vois. Ouais, c'est ça, plus de nouvelles. Plus de news. Là, on est parti au moins pour minimum une vingtaine d'épisodes, hein. Ouais. Une vingtaine d'épisodes, on est vraiment motivés. On va aussi bientôt avoir des invités. Là, on va avoir un prochain épisode. Je crois que ce sera soit au prochain épisode, soit d'ici 2 épisodes, mais on va commencer à avoir des invités. Le but, déjà, dans les premiers épisodes, c'était de faire connaissance avec Jonathan et moi, qu'on puisse un petit peu parler de nos parcours, de comment on a évolué dans le business. Maintenant, ça sera la place aux autres un petit peu, rencontrer des clients, des personnes qui nous ont fait confiance, rencontrer des investisseurs, rencontrer des entrepreneurs, rencontrer des traders. Il y aura beaucoup de personnes qui vont venir dans ce podcast parce qu'on est vraiment parti déjà pour très longtemps. Je te jure. Donc, comptez sur nous. Ok, bah écoute, je sais pas s'il est l'heure ou pas, je peux regarder. Il est l'heure, on me fait signe. Ah ouais, on te fait signe. On me fait signe. Ok, bah écoute, Gérald, semaine prochaine. Yes, semaine prochaine, sans faute. Vas-y, go. Yes, allez. À plus. À bientôt. À plus tout le monde. Ciao. Bye bye.